Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la présentation de l'Est pour la saison 2018 de MLS. On remercie encore une fois les intervenants qui sont venus à notre podcast pour l'épisode 1. Aujourd'hui, nous allons inviter Nathalie qui présentera Toronto FC, le champion en titre. Ensuite, Lionel que vous avez déjà pu apercevoir au podcast lors de la première émission, l'émission inaugurale qui viendra parler du NYCFC. Ensuite, moi-même, je parlerai du Chicago Fire, puisque nous n'avons pu trouver d'intervenant. Ensuite, nous avons invité Orlando pour finalement finir avec Jonathan Tannenwald, journaliste à Philadelphie, qui parlera de l'Union de Philadelphie. Donc, merci et bon épisode! On va commencer cette émission en parlant du champion de l'Est, Toronto, qui a fait une excellente saison l'année dernière en gagnant bien sûr la MLS Cup face à Seattle en finale. Pour parler du champion en titre, on accueille Nathalie, l'ancienne gérante de la page La MLS en français. Bonjour Nathalie. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. Mais avec plaisir. On sait que tu étais supportrice de Toronto, du coup on t'a fait venir pour parler de cette équipe. J'espère que ça va depuis que tu n'as plus la page. Oui, ça va très bien. Et c'est vrai que depuis que j'ai plus la page, j'ai pu faire mon coming out en tant que supportrice du TFC. Parce que c'est vrai que quand j'avais la page, j'essayais d'être le plus neutre possible. J'espère que j'ai réussi. Mais voilà, mon cœur balance vraiment pour la ville de Toronto en général. Donc c'est avec plaisir que je vais discuter un petit peu de la franchise. Ouais, d'ailleurs, on va commencer à en parler tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière? C'est une question un peu bête, mais quel bilan tu Alors, c'est un peu bête, mais j'ai de la chance d'avoir une réponse facile et qui me fasse plaisir. C'est vrai que la saison 2017, on peut presque dire que ce fut une saison parfaite, avec un doublé, voire même un triplé si on compte le championnat canadien. Donc, gagner la MLS Cup, gagner le Supporters Shield et gagner le championnat canadien. C'est vrai qu'après la saison 2016 qui s'est terminée dans une énorme frustration, tout le monde, des joueurs au coach, au staff, je pense que tout le monde avait vraiment soif de revanche et ça s'est vu. Toronto a vraiment tout mangé sur son passage. Ils ont même établi le record de points en saison régulière de toute l'histoire, avec 69 points. Et pour la petite histoire, le record d'avant appartenait au LA Galaxy de 1998 avec 68 points. Donc je pense que voilà, ça faisait très longtemps. Et puis, c'était vraiment une saison aboutie à tous les niveaux. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. C'est difficile de faire mieux que de tout gagner. Et puis, donc ouais, c'était vraiment très agréable à suivre et je suis vraiment contente qu'ils aient pu justement prendre la revanche sur Seattle en finale parce que c'est vrai qu'en 2016, on était tous, moi y compris, bien dégoûtés que ça se termine comme ça avec une défaite à domicile au tir au but. C'était assez dur. Et il faut dire que cette année, c'était vraiment très mérité la victoire de Toronto, il n'y a rien à dire. Ouais, voilà, ils ont dominé du début à la fin. Et, voilà, Seattle était un peu des faire-valoir, mais bon, peut-être qu'on aura la belle en 2018, on ne sait pas. Peut-être, ça serait surprenant, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, comme l'équipe était très bonne, il n'y a pas eu énormément de mouvements au mercato. Non, effectivement. Alors, j'ai noté 2-3. Donc, au niveau, je vais commencer par les départs. Donc, les départs notables. Je ne parle pas des joueurs qu'on ne connaît pas trop. Donc, pour moi, le principal, ce que je trouve dommage, c'est le départ de Raheem Edwards, un jeune milieu de 22 ans, en plus originaire de Mississauga, dans la banlieue de Toronto. Donc, il a été drafté lors de la draft d'expansion par LAFC, qui ensuite l'a envoyé à Montréal. Donc, il reste au Canada, mais voilà, il part chez les rivaux, c'est un peu dommage, surtout pour un petit gars du coin, quoi. Ensuite, Armando Cooper, un milieu plus expérimenté que je trouvais intéressant à voir jouer parce qu'il était très technique et relativement puissant. Donc, Toronto n'a pas renouvelé son contrat et il est parti au Chili à Universidad de Chile. Benoît Chérou, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Donc, lui a pris sa retraite en tant que joueur, mais il reste dans la structure du club parce qu'il est devenu coach des moins de 17 ans et adjoint de la 3e équipe du club. Donc ça fait plaisir. Il n'avait pas beaucoup joué l'année dernière, il me semble. Il a surtout été remplaçant. C'est juste. Mais je pense qu'il était aussi là pour apporter son expérience dans le vestiaire. Et peut-être qu'au moment d'aborder la finale... il avait joué 3 minutes en finale.
Voilà, pour le symbole. Ouais. Mais je pense qu'au niveau du vestiaire, voilà, pour appréhender cette finale après la frustration de 2016, je pense qu'il était très, très important. Donc, c'est bien qu'il soit resté quand même encore l'année passée. Mhm. Ensuite, alors, c'est pas vraiment tout à fait encore un départ, mais j'en parle quand même. Tsubasa Endo, l'ailier japonais de 24 ans. Toronto n'a pas renouvelé son contrat. Par contre, il est présent en pre-season et Ouais. peut-être qu'il va se voir proposer un nouveau contrat à la suite des matchs amicaux. Et enfin, donc Steven Beitashour, le latéral américain de 31 ans, contrat pas renouvelé et il est désormais dans l'effectif de LAFC. Il jouait pas tous les matchs de toute manière l'année dernière. Ouais, il jouait quand même sur la fin un peu moins, mais c'était quand même une pièce importante de la défense. Aussi Ouais. parce il pouvait jouer des deux côtés, donc c'était intéressant pour Vanet de l'avoir dans l'effectif. Mais on pourrait dire que vous l'avez bien remplacé, parce que le plus grosse Oui, ouais. arrivée, c'est quand même celle de Grégory Vanderville. Voilà, alors personnellement, je me permets d'apporter ma petite touche personnelle, je suis pas convaincue par ce transfert. Donc Grégory Vanderville, hollandais d'une trentaine d'années, qui a été transféré depuis Cagliari en Italie. Il a joué 5 matchs en 6 mois. Et Ouais. au-delà du fait qu'il n'ait pas beaucoup joué, j'aime pas le personnage. Pour moi, c'est un nom un peu tape à l'œil. Je pense pas qu'il va amener grand-chose sur le terrain. J'ose espérer qu'il va me prouver le contraire. J'aime pas avoir tort, mais là, ça me ferait plaisir. Donc, ouais, ça, c'est clairement la plus grosse arrivée. Et ouais, j'espère vraiment qu'il va me donner tort, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, non, de toute façon, on n'est pas sûr qu'il va s'imposer. Enfin, je pense qu'il part titulaire, mais Nicolas Hassler a fait quand même une bonne saison l'année dernière. Exactement. Donc, Voilà, il faudra. Bon, ce qui est encourageant, c'est que dans un des matchs de pré-saison, le premier après son arrivée, il a tenu en tout cas les 90 minutes. Donc ça, c'est quand même encourageant, parce que ça veut dire que sur le plan physique, il est là. ouais. Il n'a pas trop de retard apparemment dans la préparation, donc ça, c'est encourageant. À mon avis, il va débuter titulaire, et puis s'il n'est pas convaincant, il sera remplaçant par la suite. Mais ouais, je pense qu'il va partir titulaire aussi, parce que voilà, c'est un nom, c'est le plus gros transfert, donc bon. Ah ouais, c'est quand même un C'est de le rentabiliser un peu. Et Ouais. sinon, on a des autres arrivées, mais un peu moindres. 2 via la draft du premier tour. Tim Kubel, 24 ans, qui vient de l'University de Louisville. C'est un jeune défenseur allemand qui est passé par les systèmes de formation de Schalke et du Borussia Dortmund, donc on peut espérer qu'ils sont intéressants à voir évoluer. Et un petit peu plus jeune, Drew Shepard, 23 ans, qui est un gardien qui vient de Western Michigan University. Et enfin, on a quand même promu 2 homegrowns. Ayo Akinola, qui est un attaquant de 18 ans. Il est né aux États-Unis, mais il a grandi dans la banlieue de Toronto. Donc, lui, il est très, très fier de faire partie du cadre de la première équipe du club. Et puis, Liam Fraser, un milieu de 19 ans, qui vient aussi de Toronto, qui est né à Toronto. Donc, peut-être des petits jeunes qui peuvent pousser un peu les plus expérimentés et puis avoir quelques minutes de temps de jeu. Ouais, c'est pareil. Et puis, ça remplace un petit peu la perte de Ryan Edwards Exactement. dans le cœur des supporters. Ouais. Tu penses que globalement, l'équipe, elle s'est améliorée ou pas pendant ce mercato, même s'il y a eu peu de mouvements? Alors, je pense pas. En même temps, c'était à mon avis difficile d'améliorer l'effectif de l'année passée. Parce qu'avec des joueurs comme notamment Victor Vasquez, qui est très très intéressant, qui est arrivé de Barcelone, avec des Bradley, des Jovinko, Altidore, même des Melki Delgado et compagnie. C'était vraiment dur de faire mieux, je pense. Et voilà, Vanderville, c'est vrai que sur le papier, il améliore un petit peu l'équipe. Mais je pense que c'était important de garder un gros noyau. Et puis, ils sont tous motivés à essayer de faire un doublé qui n'a pas été réalisé si souvent. Donc, je pense pas qu'elle se soit beaucoup renforcée, mais je pense pas que c'est nécessaire non plus. Ouais, c'est toujours une des meilleures équipes de la Ligue, quand même. Voilà. Exactement. Il y avait un endroit où il fallait peut-être recruter, ça n'a pas été fait, tu penses? J'ai presque envie de dire, parce que moi, ce que j'ai toujours trouvé le point faible de Toronto au fil des ans, ça a été un peu la défense centrale. Par exemple, moi, j'ai jamais été convaincu par Nick Haglund. Je comprends pas pourquoi il est toujours là, mais il me rassure pas du tout. Je le trouve très, un peu, comment dire, pas très coordonné, un peu brouillon, comme ça. Alors, il arrive toujours à faire des choses, mais il me rassure pas, quoi. J'ai toujours peur qu'il fasse une grosse boulette. Peut-être parce que c'est comme ça qu'il a commencé, me semble-t-il, en faisant quelques boulettes.
Ouais, Et du coup, je suis bien restée sûr. sur cette impression et j'arrive peut-être pas à voir une évolution chez lui. Mm. Mais sinon, non, je pense que c'était difficile de s'améliorer parce que, genre, au poste de gardien, on a de très bons gardiens. Après, au milieu, ben voilà, quand t'as des Bradley, des Jovinko, Ouais, c'est difficile de faire mieux. Et avec puis, les tours en ben, pointe. exactement. Donc, voilà, je pense pas qu'il y avait un énorme point faible, si ce Ouais, n'est peut-être éventuellement la défense centrale. d'accord. Ouais, et puis bon, on verra si Grégory Van der Wiel va faire ce qui a été acheté pour. Mais c'est vrai que ouais, Voilà. il y a vraiment eu peu d'arrivées, mais qui n'en Mhm. avaient pas forcément besoin. Et Voilà. est-ce que tu penses qu'il est possible de voir ta franchise faire le doublé l'année prochaine? J'ai envie d'y croire. Je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a plus de chances qu'ils y arrivent qu'ils n'y arrivent pas. Hmm. Maintenant, il faut quand même penser que voilà, le doublé, c'est très difficile. Seulement 3 franchises ont pu le faire dans l'histoire de la Ligue, avec DC United en Ouais. 96-97, Houston en 2006-2007 et LA Galaxy en 2011-2012. Donc, c'est très, très difficile. À voir, mais j'y crois. J'y crois. Ouais. Après, le problème, c'est que aussi les autres adversaires de Toronto sont ont pas mal recruté pendant cet été. C'est clair. Donc, Et puis aussi, peut-être que voilà, maintenant, c'est clair que Toronto, c'est l'équipe à battre. ouais. Donc, peut-être que les équipes seront à 200% contre Toronto. Et puis, ce sera peut-être plus difficile, hein, ça, c'est clair. C'est sûr, ouais, surtout à l'Est, dans les conférences, qui est beaucoup plus Ouais, disputée qu'à l'Ouest. Enfin, peut-être pas exact. disputée, mais en tout cas, des niveaux assez supérieurs. Est-ce qu'il y aura finalement, juste pour terminer, des joueurs à observer ou des joueurs sur lesquels il faut qu'on fasse attention l'année prochaine? Alors, j'avais préparé un petit. Donc, j'ai parlé de Marquis Delgado avant, qui est un homegrown, qui est un jeune milieu de 22 ans. Il est polyvalent, il est technique, il contribue pas forcément en marquant des buts, mais en donnant des passes décisives. Il a augmenté, sauf erreur, son temps de jeu l'année passée. Et puis, j'ai lu dernièrement un article comme quoi, dans le staff technique, il y a quelqu'un qui a été recruté qui l'avait quand il était dans l'académie ou quelque chose comme ça. Hmm. Donc peut-être qu'à ce Donc, il est. niveau-là, il va pouvoir évoluer et puis peut-être Ouais. même devenir titulaire, qui sait. Hmm. Parce que sur les ailes, il y a de la place, à mon avis, pour être titulaire. Ouais. Et Ouais. Mais, une petite mention, pardon, je termine. non, vas-y, Une vas-y. petite mention pour Jay Chapman aussi, qui est un tout petit peu plus âgé, 24 ans, qui est aussi un joueur local. Il a baissé malheureusement son temps de jeu en 2017, mais il montre une très très grosse envie et des belles qualités quand on fait appel à lui. Donc peut-être que, je sais pas, à travers peut-être des blessures ou peut-être des suspensions, etc., il peut peut-être montrer quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment Delgado et Chapman pour moi deux jeunes sur qui je voulais mettre un petit coup de projecteur. Ouais, ça va être assez dur pour les jeunes aussi de récolter du temps de jeu. Je pensais aussi à Ricketts. Mais Ouais, bon, c'est ouais. dur quand tu as Jovinko et Altidore devant toi d'avoir du temps de jeu. C'est clair. Après, j'en profite aussi du coup pour mentionner que, outre le fait de vouloir faire le doublé, Hmm. l'objectif, si on veut dire majeur de la saison, c'est la Ligue des Champions CONCACAF. Et là, du Ouais. coup, si tu rajoutes des matchs, ben, peut-être que tu vas devoir faire reposer tes titulaires indiscutables. Et du coup, ça peut être l'opportunité pour des Ricketts, des Delgado, d'avoir du temps de jeu peut-être au premier tour de Hmm. la CONCACAF. Pour peut-être voilà, prouver aussi qu'ils ont leur place et puis que le coach il peut compter sur eux aussi dans la saison régulière et voir en playoff. Ouais, bah Zan, ce qui est bien, c'est que pour une fois, il y a une équipe de MLS qui va jouer la CONCACAF sérieusement avec Toronto. Voilà, exactement. Et puis bon, ils ont un premier tour pas forcément évident contre Colorado, Ouais. déjà une équipe MLS. Après, ça s'ouvre un petit peu plus, si on veut, parce que bon, il y a quand même un risque d'affronter les Tigresses au tour d'après. Donc le club de l'ami André-Pierre Gignac. Ouais. Et Mais bon. si ce tour est passé, il y aurait de nouveau un pensionnaire MLS, probablement FC Dallas. Hmm. Donc le parcours est pas simple, mais voilà, s'ils ont vraiment des remplaçants qui en veulent puis qui veulent montrer qu'ils ont leur place sur le terrain, ben, ça peut donner quelque chose. En tout Ouais. cas, ils l'ont clairement dit, les joueurs et le staff, c'est un objectif. Ouais, bah c'est une des seules équipes, à mon avis, en MLS qui peuvent battre les équipes mexicaines. Ouais, Donc, ce serait très bien pour une fois d'avoir une équipe MLS qui va un peu au bout. exactement. Puis ça pourrait aussi contribuer à augmenter l'intérêt pour cette Ligue des Ouais. Champions CONCACAF, dont la MLS est parmi les autres équipes de la Ligue aussi. Ouais, parce que ouais, la MLS la joue
peu sa raison. Exactement. Merci beaucoup d'être venu pour parler de Toronto, Nathalie, c'est très gentil. Mais c'est toujours un plaisir. C'est sympa d'avoir tes nouvelles. Est-ce que tu veux parler de ton coup de Twitter ou faire, je sais pas, lancer quelque chose pour que les gens te suivent? Alors non, je voulais juste faire un petit coucou à Arnaud qui a donc repris la page MLS francophone. C'est très sympa à lui. Je crois savoir qu'il fait du bon travail, même si personnellement je suis un peu moins. Mais je lui suis reconnaissante de continuer dans la bonne direction, parce que c'est vrai que j'avais une petite appréhension en remettant le compte. Donc merci Arnaud. Et puis voilà, mon compte perso c'est @pazzanati3. Si vous souhaitez avoir mes nouvelles, je poste pas tellement parce que c'est vrai que voilà, j'ai moins de temps. Mais si vous voulez faire un petit coucou ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ouais. Et juste une question, c'est toi qui avais créé le compte MLS en français de base? C'est moi qui l'ai créé, oui. Ouais, je l'avais créé en août 2015. J'ai fait presque 2 ans derrière ce compte. Donc oui, c'est moi qui l'ai créé et puis je suis assez fière. C'est un petit peu mon bébé, si on veut. Ouais. Mais je suis assez contente d'avoir réussi à réunir un peu une petite communauté quand même, qui a maintenant plus de 2000 followers, si je ne m'abuse. Donc Plus de 2500 j'ai vu aujourd'hui. 2500, ouais, joli. Parce que quand je suis partie, c'était, je crois, 1800, quelque chose comme ça. Donc ça prouve que aussi le travail fait par Arnaud continue d'attirer des gens. Ouais, et on l'a d'ailleurs interrogé pour cette émission aussi, donc super. Les auditeurs vont le retrouver bientôt. Excellent. Ouais, je suis vraiment reconnaissante. Et puis, je continue bien sûr à suivre la MLS et Toronto en particulier. Donc, je me réjouis d'avance de cette saison. Ouais, on te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Mais de rien. Et merci. À tout bientôt. On continue à l'Est avec le NYCFC. Notre invité spécial est un invité connu de Culture Soccer. Il était présent à la toute première émission, Lionel. Bonjour Lionel. Salut Anthony, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. Prêt pour la prochaine saison. Le break a été pas mal long, mais là, ça commence, là, ça chauffe. Oui, le break a quand même été... Il est arrivé de bonne heure dans la saison quand même, là, avec l'élimination face au Crew de Columbus. Parle-nous donc un peu de la dernière saison. Ouais, c'était une bonne saison. C'est sûr, on voulait avancer, avoir une chance de prendre la revanche contre Toronto, mais plus ou moins on a maintenu le cap. On a atteint les séries pour la deuxième saison consécutive et puis on a montré quelques améliorations dans certains points et on a montré aussi les mêmes problèmes de toujours dans d'autres. Et puis c'était assez important d'adresser certains de ces points faibles là pendant l'off-season. Désolé pour l'anglicisme. Et à mon avis, les choses vont s'améliorer. Oui, et l'effectif a beaucoup bougé, surtout du côté des départs. Vous avez été une des équipes les plus actives. Quels sont vos principaux départs? Bon, évidemment, le plus grand départ, c'est celui de Jack Harrison, qui a été acheté par Manchester City et ensuite prêté à Middlesbrough. C'était pas vraiment une surprise parce qu'on s'y attendait. Il n'allait pas faire très longtemps dans la ligue. Mais bon, ça fait toujours un peu mal de le voir partir. On l'a repêché. Il est devenu le joueur avec pas mal de renommée, au moins au sein de la ligue. Et on l'a vu grandir et évoluer. Et puis, ça fait un peu mal de le voir partir, mais quand même, c'est positif parce qu'on veut être une équipe où des jeunes joueurs peuvent venir se faire découvrir, se faire connaître et puis pouvoir passer à des clubs en Europe. Et je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup au recrutement de jeunes joueurs, ce qui a
nous a aidé à signer Jesus Medina, dont on va peut-être parler un peu plus tard. Mais à part Jack Harrison, la majorité des joueurs ne sont pas de gros joueurs. C'était pas mal de joueurs dont plus ou moins tout le monde avait des plaintes par rapport à eux. Ils jouaient pas, ils n'étaient pas consistants. Ils étaient prônes à faire des erreurs ou ils ne figuraient plus dans les plans de Patrick Vieira. Donc, on a échangé Kyrie Shelton à Sporting Kansas City pour Saad Abdul Salam. Et Kyrie Shelton est un cas où c'est le cas d'un joueur qui était plus athlétique que technique. Et ça a montré, il avait tous les talents, toutes les habiletés physiques pour être un très bon joueur, un joueur dominant. Mais à cause du système de développement, à l'âge où il est rendu, il devrait être nettement mieux techniquement. Et puis, c'est sûr, c'est difficile de pouvoir avoir des minutes consistantes. Mais il en a eu pas mal au bout des 3 années, des 3 saisons, mais il n'a pas vraiment montré une évolution ou une amélioration dans son jeu. Et puis, Vieira a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Donc, à part ça, on a laissé partir Mikey Lopez, qui était une option pas mal moins chère quand on avait besoin de tuer un match, un milieu mobile, prône à des cartons jaunes, mais c'était pas vraiment une grosse pièce, c'était plus un bouchon. Donc, en défense, on a échangé Frédéric Briand à DC United. Et Briand était notre 3e défenseur derrière Frédéric Chano et Alexander Cayens. Mais après la blessure de Chano la saison dernière, il a joué pas mal de minutes. Et bon, c'est un joueur qui n'est pas spectaculaire. Si tout va bien dans un match, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il est prône à se faire battre physiquement en termes de rapidité. Et il a eu quelques erreurs les 2 dernières saisons, mais à mon avis, on a fait quelques améliorations par rapport à ça. Et on a laissé partir Shannon Gomez, qui n'a pas vraiment eu d'opportunité avec l'équipe. Et vu qu'on a vastement amélioré la position de latéral droit, il n'avait plus vraiment sa place. Et on a beaucoup d'ailiers aussi, donc malheureusement, c'est l'un des avantages de ne pas avoir une équipe du SL. Des joueurs comme Shelton, comme Gomez ou Mikey Lopez qui auraient peut-être pu jouer plus de minutes et se développer comme joueurs n'ont pas vraiment eu d'autres options à part s'asseoir sur le banc et ne pas vraiment jouer. Alors, on a laissé partir Jefferson Mena, qu'on avait prêté la saison dernière à un club en Colombie ou en Équateur, je pense. Et un joueur assez limité. Il pouvait avoir certains matchs où il paraissait très bien et d'autres où il commettait de grosses erreurs. Il n'était pas en position, etc., etc. Et Vieira aussi, c'était clair qu'il n'était plus dans les plans de Patrick Vieira, donc on l'a laissé partir. À part ça, notre latéral droit, R.J. Allen, on l'a échangé à Orlando, je pense. C'était un joueur local, plus ou moins de la zone de New Jersey, qui était venu faire un essai avec le club et il a impressionné et puis on l'a signé et puis il a été pas mal il a aidé l'équipe quand même. Il était notre latéral droit partant pendant pas mal de temps et il était aussi prône à de vilaines fautes. On ne savait jamais, on était sûr qu'il prendrait un carton jaune, mais on ne savait pas s'il allait sur un coup de tête faire une faute qui mérite un carton rouge.
Mais ma meilleure mémoire de lui est la passe qu'il a fait à David Villa dans notre deuxième saison. On jouait à Portland et il a fait une passe de la moitié qui a traversé le terrain, qui a mis Villa en très bonne position pour marquer le but de la victoire. Et on avait battu Portland à Portland. Ouais, c'est ma meilleure mémoire de R.J. Allen. Et puis, bon, par ça, Andrea Pirlo est allé à la retraite. Ce qui c'était pas une grosse surprise. Je dirais, son temps avec New York City a peut-être été un succès en dehors du terrain en termes de vente de maillots, en termes de presse. Mais sur le terrain, la position de joueur désigné a été gaspillée sur Andrea Pirlo. Et bon, le seul positif que je peux en tirer, c'est j'espère que les jeunes joueurs autour de lui ont appris quelque chose. Mais en regardant ce qui s'est passé, ça a été pas mal décevant. Il avait plus ou moins commencé pas mal pour un joueur de son âge, mais pas pour un joueur à 6 millions la saison. Et puis la saison dernière, on jouait beaucoup mieux sans lui. On était plus mobile, plus agressif, plus rapide. Et il était temps de passer à autre chose. Donc je pense que le club a appris les leçons. C'est sûr, ils ont voulu prendre des joueurs avec grande renommée pour pour lancer le club, se faire connaître, attirer du monde. Et je pense à ce stade où on est, le but c'est de développer des joueurs jeunes, d'avoir une équipe mobile qui a un style de jeu excitant et attrayant. Et dans nos prochaines transactions, on va se concentrer sur des jeunes joueurs dynamiques. Ouais, et moi, un autre joueur que j'ai été déçu de voir du côté des départs, c'est Sean O'Curry. Il s'était régalé au FC Cincinnati en USL. Et moi, je crois qu'en MLS, ça aurait été vraiment magnifique s'il aurait pu s'imposer en tant que doublure à David Villa, mais malheureusement, ça n'a pas été très prometteur comme performance. Oui, le problème d'Okoli, c'est le problème qui arrive quand tu es derrière un grand joueur, un grand nom, et qui produit aussi. Donc, malheureusement pour Okoli, à sa position, il y a David Villa qui joue centralement, et puis on joue un 4-3-3, ce qui fait que on ne peut pas avoir deux attaquants centraux. Donc, malheureusement pour lui, Villa est notre joueur désigné, le capitaine, il est le plus grand nom au club en termes d'importance. Donc, ça aurait été vraiment dur pour que Okoli ait assez de minutes. Et malheureusement, c'est pas nécessairement sa faute, mais le peu qu'on l'a vu, il avait de la rouille. Ça se voyait qu'il jouait pas souvent, il était un peu lent, un peu lourd. Il avait un demi-mètre de retard. Et bon, j'espère que pourra se retrouver dans un endroit qui joue à ses habilités, il pourra avoir assez de temps de jeu. Parfait, donc là, parlons du futur, parlons d'optimisme, parlons des arrivées. Les arrivées marquantes, selon toi, c'est lesquelles? Bon, il y a, je dirais, juste parce que c'est le futur, on a signé Jesus Medina, qui vient du Paraguay. C'est un habitué de l'équipe nationale des moins de 20 ans, et dans son club aussi, il était un joueur, il faisait partie du 11 partant. Et c'est un ailier très dynamique aussi. Je pense qu'il est assez technique pour jouer peut-être au centre, mais le centre va être occupé par Maxime Morales en partant la saison, donc il va jouer à l'aile.
il est capable de jouer à droite ou à gauche en fonction de... Si je me fie à ce que Vieira avait fait l'année dernière, il va jouer sur le côté opposé à son pied. Donc, je suis très excité de voir comment il va s'adapter à la ligue, au style un peu plus physique de la MLS, mais il a joué quand même en Amérique du Sud où les défenseurs jouent assez agressivement, donc ça reste de voir comment il va s'accommoder à la ligue et à sa nouvelle équipe, ses coéquipiers. Je m'attends à ce qu'il développe une très belle entente avec Villa et c'est sûr, apprendre de Villa va le faire progresser comme joueur, à avoir un coach comme Patrick Vieira qui a joué avec des joueurs comme Thierry Henry. C'est sûr, Vieira a pas mal de connaissances et d'expérience pour le faire évoluer comme joueur. Donc, je m'attends un peu comme Jack à ce qu'il ne reste pas les 4 ans qu'il a signé avec nous. Je dirais peut-être après 2 saisons. Après la première saison, je suis sûr qu'on va recevoir des offres, mais on le laissera partir peut-être après la 2e saison. Mais c'est pas mal prometteur. J'espère qu'avec lui, tout ira bien. Il pourra continuer sa carrière en Europe. Et comme je le disais plus tôt, ça va être un bon exemple que notre club peut être une plateforme pour que des joueurs talentueux n'aient pas nécessairement à sauter directement à l'Europe, mais qu'ils viennent se faire voir en MLS avant de progresser à une ligue en Europe. Ensuite, je dirais l'autre transaction la plus importante qu'on a faite, à part Jesus Medina, a été signé Anton Tinnerholm, latéral droit de Molde, le champion de Suisse, de Malmö plutôt, le champion de Suède. Et c'était le latéral droit partant. Et il est encore jeune, il a 26 ans, je pense. Et je crois qu'il a même été défenseur de l'année en Suède. Oui. Il frappe aussi à la porte de l'équipe nationale suédoise. Je pense qu'il y a 2 ou 3 noms avant lui, mais récemment, il a joué quelques matchs amicaux avec l'équipe nationale. Donc, c'est positif. Ça veut dire que c'est un joueur assez talentueux. C'est un joueur qui ne se fatigue pas. Il travaille dur tout le match. Et ça va nous permettre d'améliorer pas mal le côté droit de la défense. C'est un joueur aussi qui a eu sa saison d'éclat la saison dernière. Très bon centreur, peut combiner avec Villa ou le joueur qui va jouer sur son aile. Donc c'est vraiment... C'était le poste de latéral droit était la position la plus faible quand on regardait la liste des 11 partants les saisons précédentes. Donc c'est vraiment une nette amélioration sur l'effectif qu'on avait les saisons précédentes. Parfait. Sinon, peux-tu nous parler rapidement des quelques autres transactions, que ce soit Burgett, Tajuri, Otunji ou Ofori? Oui. On a signé aussi Berget de Malmö. Berget, un joueur qui ne va pas être difficile à manquer sur le terrain. Il a une grosse barbe. Et c'est un joueur que j'ai remarqué qui jouait en Ligue des Champions. Et c'est un joueur infatigable aussi. Il donne 100% tout le temps qu'il est sur le terrain. Et il a le gabarit de numéro 9, mais il joue souvent sur l'aile. Et je m'attends à ce qu'il se batte pour les positions sur l'aile, mais que quand Vieira décide de passer à 2 attaquants centraux, qu'il joue comme pointe et que Villa joue comme deuxième attaquant autour de lui. Mais c'est toujours un joueur qui n'abandonne jamais, il donne toujours le 100%. Et puis, il va agacer les défenses adverses en faisant du pressing. Et ça va forcer des revirements qui pourront entraîner des occasions de but pour l'équipe. Aussi, Cédric Ntonji a été signé, il était agent libre, on l'a signé de la France.
C'est un Béninois, tout comme moi. Et puis, à mon avis, il va être le troisième défenseur central derrière Chanot et Maxime Chanot et puis Alexander Cayens. Et à mon avis, il va peut-être faire la rotation pour Cayens si Cayens prend un carton jaune ou rouge comme en série. Ouais. Ou si Vieira n'aime pas ce qu'il voit. Et aussi, il sert de couverture à Maxime Chanot qui a eu une longue blessure la saison dernière. Donc, c'est quelque chose à surveiller aussi, l'état de santé de Maxime Chanot. Alors, on a signé Tajuri de l'Autriche, de l'Austravienne. C'est un ailier. C'est pas un joueur qu'on a beaucoup vu, mais les premières semaines de la saison vont servir à voir un peu qui sont les joueurs qui vont impressionner pour avoir leur place dans le 11 partant. Et aussi avec le fait que beaucoup de nos joueurs sont inclus dans les équipes nationales, qui a des éliminatoires, des matchs amicaux, etc., etc. Le fait que l'équipe ait assez de profondeur à plusieurs positions permet de ne pas être complètement démuni quand un joueur va rejoindre son équipe nationale. Parce que la saison dernière, on a eu quelques semaines de sécheresse avec le fait que beaucoup de joueurs jouaient en équipe nationale, revenaient avec une petite blessure et ça baissait la qualité de notre 11 partant. Mais la plus grande conclusion qu'on peut tirer de cette off-season, c'est que on a pas mal combler les trous en termes de profondeur et puis l'équipe devrait être pas mal fournie de joueurs qui peuvent remplacer les joueurs manquants. Parfait, donc prochaine saison encore deuxième place? Je dirais ça, la deuxième place va être une bataille avec Atlanta à mon avis. Je pense les Toronto, champions en titre, sont les favoris. Donc, ils auraient la première place. Mais je pense, je dirais, si je devais deviner, je dirais New York City terminerait troisième. Mais on se battrait pour la deuxième place avec Atlanta. Maintenant, tout ce qui serait en dessous de ça serait une saison assez décevante, mais l'important c'est de faire les séries et de se retrouver en forme au moment des séries. Donc, quand vous arrivez en série, on ne sait jamais. Mais en termes de saison régulière, troisième dans l'Est est mon pronostic par rapport à l'équipe, parce qu'on a eu pas mal de changements aussi. Donc, les choses vont se mettre à marcher comme il faut après 1 ou 2 mois, après quelques semaines. Donc, je dirais le temps que la machine fonctionne comme il faut, Toronto a en grande partie la même équipe que l'année dernière, Atlanta aussi plus ou moins. Donc, ces équipes-là sont plus prêtes à démarrer en bonne forme dès le début de la saison. Parfait, merci. Donc, pour finir, c'est où qu'on peut te suivre sur Twitter? Oui, trouvez-moi sur Twitter à Tron Carter, TR0NCARTRTER, ou cherchez Glock Samson dans la barre de recherche. Parfait. Et c'est pour quand un compte francophone de NYCFC? Bientôt, je ne sais pas s'il y en a, je pense pas non, mais ça serait une bonne idée. À voir. Parfait, merci. Salut. Pour continuer avec les équipes de l'Est, nous avons aujourd'hui Clément qui s'occupe du compte de Orlando City. Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté. C'est très cool de t'avoir dans ce podcast comme de nombreuses franchises françaises. C'est cool que vous jouiez le jeu. On va parler un petit peu de la saison qui arrive pour ta franchise et de celle qui vient de se finir. Enfin, qui vient de se finir il y a quelques mois. Quel bilan tu peux tirer de la saison dernière pour Orlando, sachant qu'ils ne sont toujours pas qualifiés pour les playoffs? Et le bilan de la saison passée, négatif, hein. De toute façon, je pense que tu le pensais, tu devais t'attendre à ça. On est avant-dernier de la conférence. Comme tu l'as dit, on n'a toujours pas eu de place en playoff. Donc c'est décevant. La saison passée, elle était décevante, franchement. Ouais, ce qui est dommage parce que vous aviez quand même un bon effectif et surtout c'était votre première saison dans le tout nouveau stade, le Orlando City Stadium. Comment est-ce que tu as vu ça et l'effervescence qu'il y avait par rapport au nouveau stade? Il était beaucoup attendu, c'est vrai que même on était beaucoup teasé sur les réseaux sociaux, hein. Il y avait beaucoup de photos des constructions tous les jours un peu. D'ailleurs, j'en postais régulièrement. Mais c'est vrai que les gens l'attendaient, mais bon, le jeu qui a été produit à l'intérieur n'a pas été à la hauteur et c'est dommage pour les supporters parce que il y a quand même du monde à Orlando dans le stade, faut Ouais, savoir. le stade était souvent plein, vu que bon, c'est pas un stade énorme non plus, je crois que c'est 25 000 sièges, mais Non, il est pas très grand, mais bon, il y avait une bonne y a ambiance, du ouais, monde, donc ça va. ouais, Il y a avait de l'air l'ambiance là-bas, il y a du bruit. Ouais, les fans font pas mal de bruit, ce qui est pas mal parce que beaucoup pensaient que le football ça pouvait pas marcher à Orlando. Et donc, quel bilan tu peux tirer au niveau de ce mercato, au niveau des arrivées, des départs, sachant que bon, du côté de l'Europe, j'imagine que le plus gros départ, c'est celui de Kaka qui prend sa retraite. Ah oui, Kaka, moi j'étais déçu parce que déjà Kaka, j'adore Kaka, hein. Tout le monde l'aimait en MLS, je pense, même les autres supporters, pas forcément ceux d'Orlando. Mais au niveau offensif, on a eu beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés, Pigno, Kielstan. Donc je pense que ça peut équilibrer tout ça, même si on a perdu aussi Larin qui est parti à Beşiktaş, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, après des années de recherche en Europe, il a eu du mal Mais bon, à je crois trouver que de le toute façon, il en avait marre de toute façon, j'ai cru comprendre. Ouais, vous avez aussi Carlos Rivas. Rivas aussi, voilà, Rivas. Ouais. Ça, par contre, je suis déçu, c'était un peu le chouchou. On l'aimait bien, ouais. Ça, c'est dommage, ouais. Mais bon, vous avez, ouais, comme tu m'as dit, tu avais pas mal de bonnes recrues en attaque. On a eu beaucoup de Pigno, recrues, ouais. ouais. Pigno, Kljestan. Kljestan, tu penses qu'il va commencer, enfin, il va avoir le brassard de capitaine ou ça va se passer comment? Parce qu'il est quand même un joueur super expérimenté en MLS. Ah, il a une trentaine d'années, ouais, donc c'est possible que ce soit lui le capitaine. Donc, faut voir. Ouais. S'il arrive à s'imposer aussi dans le jeu, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y aura beaucoup de concurrence cette année. Ouais, Donc, tu penses qu'il peut pas commencer comme titulaire? Ah si, peut-être, mais bon, s'il enchaîne les contre-performances, il peut perdre sa place, je pense, parce qu'il y a du monde en attaque. Ouais, il y a qui pourrait le... Enfin, tu penses que qui va être titulaire en attaque au début d'année? Je sais pas, moi je mettrais Meram à gauche. Après, en attaque, c'est vrai que là, il y a du choix. Il y a Kielstan, Dwyer, il y a Villarreal aussi qui joue en attaque. Il y a Pigno. Ouais. Donc après... Ouais, d'ailleurs, ça doit lui faire du... Bon, il doit être un peu content de pouvoir enfin jouer en pointe tout seul. Parce que je crois qu'il aimait pas trop... Ouais, il aimait pas trop jouer à deux avec... bon, là, il aura de la concurrence, donc c'est même pas sûr qu'il jouera tous les matchs. C'est vrai. Et aussi, on a un Français qui a rejoint le club, Lamine Sané. Un francophone, je crois qu'il est... Ouais. moi, je suis plutôt content, même si je vois que beaucoup de supporters de ces anciens clubs me disent bonne chance en privé, me tweetent oh là là, bon courage. Mais il a l'air sympa, il a l'air motivé surtout. Et moi, j'ai hâte de le voir, ce qu'il vaut. Et Justin Meram aussi, c'est quand même une grosse recrue. Tu penses que ça va être un peu la pièce offensive de la prochaine saison? Meram, oui, je le vois bien titulaire à gauche. De toute façon, on a perdu Rivas à gauche, donc Meram, il va. Ouais. Normalement, il aura une place déjà, mais je pense qu'il peut être bon. Ouais. Et globalement, tu penses que Orlando, ça s'est amélioré ou ça s'est détérioré au niveau de l'équipe pour la saison prochaine? Cette saison, je pense qu'offensivement, ça s'est amélioré. Défensivement, ça va être un peu pareil. Je pense que ça s'est aussi amélioré. Ça va être cette saison, faut pas se rater, quoi. S'ils s'entendent bien, si sur le terrain il y a quelque chose, ils peuvent faire quelque chose, je pense. Ouais, c'est la saison pour atteindre les playoffs parce que Orlando l'a toujours pas atteint. Ah non, toujours pas. Donc je me dis que c'est un peu la. Ceci dit, j'aurais bien aimé prolonger Kaka d'un an juste cette année là, à côté de tout ce beau monde. Même en remplaçant que quelques matchs, mais
Ouais, apporter son j'allais expérience. te demander, l'année dernière, il était titulaire sur tous les matchs ou c'était plus Pas compliqué? sur tous les matchs, mais il a aussi été blessé, donc bon, Ouais. il arrivait Il au bout, aurait- quoi. Et puis il a réussi à mettre des beaux buts. Je me souviens qu'il a mis une frappe Ah oui, de, il a mis un but, ouais, sur un dégagement. Ouais, ouais, une frappe de 30-40 mètres qui était superbe. ouais, ça c'était énorme. C'est classique Kaka. Et donc, est-ce que tu penses que ta franchise peut arriver jusqu'au playoff l'année prochaine ou ça va être très compliqué? Je pense qu'ils peuvent le faire, franchement, ils peuvent le faire. Faut qu'il y ait de la motivation, faut aussi changer un peu le jeu parce que Jason Chris, voilà, il fait des changements, tout ça, mais on voit bien que ça marche pas à un moment. Faut qu'il se remette en question aussi, Mhm. qu'il change de dispositif, qu'il essaie de nouvelles choses. Bon, là, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc faut pas non plus se rater, mais pour moi, il y a moyen. Et ils vont jouer, tu sais, s'ils vont jouer un football plutôt offensif, si ça va être comme l'année dernière, si ça va être des contres. Bah, ça, je sais pas, mais moi je les mettrais en 4-3-3 perso avec Coleman en numéro 10, le jeune, là, Ouais. en 4-3-3 offensif. Après, je sais pas comment le coach va les faire jouer. S'il va Mhm. mettre 3 défenseurs, s'il va mettre plus d'attaquants, je sais pas. On Et verra. Coleman, c'est un peu le joueur à suivre du côté d'Orlando? Ah, joueur à suivre, 19 ans, il vient d'arriver. C'est un peu une pépite. C'est... Ouais, En plus, il récupère le numéro 10, donc Donc il le ouais, c'est un peu récupère pas de n'importe qui, donc faut pas qu'il... Ouais, bah, entre lui et Kleshtan, j'imagine que ça a Voilà. donné quand même du bon talent au milieu de terrain. Et au final, est-ce que tu aurais peut-être pour nous, supporters de MLS, des joueurs qu'il faudra, à part Coleman, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qu'il faudrait vraiment regarder ou peut-être des petites pépites qui vont exploser ou des joueurs qui, à ton avis, vont faire une bonne saison ou plutôt une mauvaise saison d'ailleurs, si tu as aussi des petites prévisions? Bah, tout le monde me dit bonne chance, mais moi je vois bien Lamine Sané s'imposer, être leader de la défense. Mhm. Tu vois, je le vois bien s'imposer dans cette équipe. Ouais, c'est vrai qu'il avait... Bon, il a de l'expérience, hein, mais j'avoue qu'au Werder Bremen, il n'est pas trop joué, je crois. Et les supporters de Bordeaux en ont une mauvaise... Oui, bah, c'est une, pour ça que je reçois des tweets. Les gens me disent bonne chance, bon courage avec lui. ouais, ils ont vraiment un mauvais souvenir de lui, je sais pas pourquoi. Et finalement, petite dernière question, est-ce que tu penses que Don Neuer... Enfin, est-ce que d'ailleurs, tu étais content de sa saison l'année dernière? Il peut, mais bon, il n'a pas été non plus exceptionnel. Je sais que sur certains matchs, il a mis des doublés. Hmm. Et Parce que voilà, il peut. c'était la recrue la Champion. plus chère de l'histoire de la MLS, il me semble. Comme ça. À l'époque, en tout cas. Mais bon, après, il a pas joué beaucoup l'année dernière, je crois. Il a joué 7-8 matchs. Mhm. Donc après, il a mis 2-3 buts. Donc je pense pas qu'on puisse dire que c'est une bonne saison. On va voir cette saison, il va en faire une complète. Donc, Ouais, normalement, s'il a Kleshtan ou Meram pour lui donner de bons ballons. ah oui, là, il y a du monde à côté. Donc là, Ouais, ça devrait le faire. Puis en plus, il a commencé à être... Enfin, il a été appelé un petit peu avec l'équipe nationale. Donc, ça devrait aller. Euh, Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Orlando, une dernière petite observation que tu aimerais faire? bah, je vais juste faire un pronostic. Je vais dire qu'ils vont finir sur le podium. Je vais pas donner de place, mais Sur le podium de la conférence Est? ouais, voilà. Wow, c'est Ils vont se ouais, c'est qualifier au playoff au moins. ouais, le podium, c'est assez chaud hein, quand même. Enfin, t'es Atlanta, New York City aussi. Une petite Les troisième place. Ouais, c'est assez. Ouais, enfin, c'est bien d'être optimiste, on va dire. Je t'avoue que moi, j'ai du mal à y croire entre Atlanta, je sais pas, même Columbus me paraît au-dessus, même les Red Bulls. Mais bon, on verra bien. Peut-être que tu as raison. Ah, avec les nouveaux joueurs, on peut s'attendre à tout. On va voir. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a eu du talent entre Meram, Kleshtan et tout. Ben, on te souhaite une bonne saison. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter? Bon, vous pouvez me suivre avec le Orlando City FR Ouais. et aussi mon Instagram, Orlando City SCFR, je crois que c'est ça. C'est pas moi qui gère, c'est un collègue à moi, mais je l'ai géré aussi, donc voilà, une petite pub aussi, j'en profite. Et vous avez la même passion, j'imagine, pour le club. Voilà. On a eu Facebook aussi, mais on s'est fait virer, enfin on s'est fait bannir pour les droits, quoi. D'accord, ok. Classique Facebook. Bah, merci beaucoup d'être venu. Et on te souhaite une Et très ben bonne merci à saison. toi. Ok. Ah, salut. Ciao. Bonjour, pour Philadelphie, l'Union, on est avec un invité très spécial, Jonathan Tannenwald. Bonjour, Jonathan. En direct de la salle de la rédaction de mon journal de Philadelphia Inquirer. Alors, mes excuses s'il y a du bruit ou
une conversation à l'arrière là, mais ça c'est la radio, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. L'année dernière a été quand même assez difficile pour Philadelphia, hein? Difficile, oui, mais le problème était simple. Les autres équipes avaient de meilleurs joueurs. Et si vous avez moins de talent dans le foot, probablement vous n'allez pas gagner. Et voilà, ils n'ont pas gagné. T'as bien résumé. Il manquait de talent. Un joueur comme CJ Sapong n'était pas assez bien entouré selon moi. Donc, durant l'entre-saison, est-ce que vous avez apporté des modifications? Il y a une grande modification et on attend une autre. Ils ont embauché par échange avec Chicago l'allié gauche David Accam, qui est le type d'allié dont ils ont tellement besoin. Vitesse, pouvoir, et il peut marquer des buts. Qui va aider CJ Sapong, un des problèmes pour Sapong l'année dernière était que quand vous avez un attaquant qui est le point de l'attaque, les défenses opposées mettent leur focus sur lui. Je ne connais pas la phrase exacte en français, mes excuses. They jam the box. Tous les défenseurs s'attirent vers Sapong. Ça ouvre l'espace pour des autres joueurs, bien sûr, les alliés, les milieux, etc. Mais s'ils ne tirent pas et s'ils ne marquent pas des buts, la défense opposante ne doit pas leur faire trop d'attention. Alors maintenant, avec Accam à gauche, Picault à droite, ça c'est du trouble pour des autres équipes. Vitesse, et avec Accam et Sapong, ils peuvent marquer des buts. Alors ils ont aussi au centre du terrain deux très bons milieux, Haris Medunjanin, le Bosnien, et Alejandro Bedoya, l'Américain que vous connaissez bien parce qu'il jouait à Nantes il y a quelques années. Mais il manque le numéro 10. Ils le savaient partout l'année dernière et ils ont passé presque tout l'hiver essayant de le résoudre. Il semble, comme on parle ici le mercredi après-midi, heure américaine, qu'ils ont trouvé le joueur qu'ils veulent embaucher, qui est Borec Dočkal, un milieu tchèque. Il joue pour l'équipe nationale tchèque. Il a joué au 0 en 2016. Il a joué dans plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Dans les Tchèques ont raté, ils ont fini 3e dans le groupe, mais néanmoins, ça me semble être un bon joueur. Il a joué à Sparta Prague. Il est maintenant en Chine. Il était un de ces joueurs qui était attiré par le grand argent dans la Ligue chinoise. Ils ont payé 8 millions d'euros à cette équipe chinoise où il est maintenant. Henan Jianye, voilà. Qui a payé en février de 2017 $9 millions, 8 millions d'euros comme un frais de transfert. Et comme on a vu, la Ligue chinoise a chuté un peu. Le gouvernement chinois a dit qu'il ne veut pas qu'il dépense tellement sur les joueurs étrangers. Et on a entendu dire que Dočkal veut partir de la Chine avec sa famille qui ne veut pas plus y habiter. Alors, les États-Unis lui attirent et on verra si l'Union peut finir un contrat. Les médias tchèques disent que le club chinois ne veut pas lui laisser partir, mais on verra si c'est peut-être un prêt pour la saison 2018. Je pense qu'un joueur comme lui va beaucoup aider l'Union. Peut-être va le rendre avec le potentiel de se trouver les séries éliminatoires. Ils ne sont pas Toronto, ni Atlanta, ni New York City FC en dépensant beaucoup d'argent sur les joueurs, mais ils se sont améliorés. Et je pense qu'avec Dočkal, ils seront améliorés plus que les autres équipes qui étaient au-dessus de lui dans la table. Parce que quand on parle de trouver une place des séries éliminatoires, ils ont fini en 8e en 2017. Alors, ils doivent
surpasser la Nouvelle-Angleterre, qui était le 7e, et puis ou les Red Bulls de New York, Columbus, etc. Choisissons une équipe qui va rater les séries cette année. L'Union doit surpasser ces autres équipes, pas seulement s'améliorer. Et on peut parler de quelques-unes de ces autres équipes dans l'Est et ce qu'ils ont fait. Oui, et donc, ça veut dire que Philadelphie aurait finalement trouvé son numéro 10 qu'il cherche depuis très, très longtemps. Mais du côté de la défense, crois-tu que la défense va être assez solide? Car il y a quand même plusieurs défenseurs qui sont partis durant l'entre-saison. La défense m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il sera en situation plus solide? Je ne suis pas sûr. Mais l'espoir ici est qu'il sera beaucoup plus jeune. Ils ont deux produits de leur académie qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel. Austin Trusty, qui est un défenseur central, et Matthew Real, qui est un défenseur de gauche, qui est, comme vous savez, une des places sur le terrain les plus valorisées, peut-être c'est le mot, dans le foot international et dans le foot domestique aussi. C'est une position qui est rare et que le système de développement américain n'a pas produit plusieurs défenseurs de gauche de très haut niveau. Et il y a beaucoup d'espoir ici que Real sera un jour d'un tel niveau pour la MLS au moins. On verra. Ils sont jeunes. Ils ont peut-être une ligne de défense qui sera 2 joueurs de 20 années ou moins et 2 joueurs de 2 autres qui sont sous 25. C'est très jeune. Mais c'est ce que les gens ici veulent voir et je crois qu'ils sont corrects dans leur espoir. Oui, je crois que tu as raison. On regarde, mettons, par exemple, du côté de l'Ouest avec un jeune défenseur du Colorado, Cord Ford, ou bien même Real Salt Lake, Justin Glad, et on voit que même si la défense est tout de même jeune, certains sont capables d'avoir le niveau MLS tout de même, là. Et si la défense répond bien du côté de Philadelphie, est-ce que tu crois que les séries, c'est possible? C'est un objectif réalisable? C'est possible. S'il n'embauche pas ça serait un prêtre, pas un embauchement. Si Dochka n'arrive pas, s'il ne signe pas un contrat, ils vont rater les séries. Presque sans doute. Mais si le deal est réussi, ils auront le talent pour trouver une place dans les séries. Je ne peux pas le garantir, c'est difficile de garantir. Ouais. Si je parle d'Atlanta ou Toronto, ou peut-être Chicago aussi avec Nikolic, on peut le garantir. Mais je ne sais pas si je le garantis avec Philadelphie, mais c'est sans doute possible. Parfait. Donc, on pourrait dire milieu de tableau, ça semble réaliste pour l'année prochaine. S'il se qualifie dans les séries, dans les dernières places, ou sinon, ça serait autour de la 7e place? Ça semble raisonnable, oui. 5e, 6e. On ne sait pas ce qui aura lieu avec Columbus, avec tout ce qui se passe là-bas sur le champ et hors du champ. Orlando s'est amélioré, DC United sans doute s'est amélioré et enfin, ils ont leur propre stade cette année. Est-ce que 2018 sera enfin l'année où les Red Bulls ratent les séries? Je pense que non. Mais qui va rater les séries? New York City FC? J'en doute. Si David Villa peut encore marquer des buts, si Maxi Morales mène l'attaque en milieu de terrain,
Atlanta, non. Toronto, non. Chicago, j'en doute. Columbus, peut-être. Les Red Bulls, peut-être. On verra. Ouais, c'est vrai que les places sont très limitées dans l'Est, là. Donc, on pourrait conclure que Philadelphie, malgré ses ajouts, sera très dépendant des résultats des autres équipes. Sur la santé, bien, ils ont une first team, une première équipe. Les titulaires qui peuvent mener cette équipe aux séries. Mais il y a toujours dans la MLS ou n'importe quelle autre ligue, ce sont vos autres joueurs qui sont quelquefois aussi importants. S'il y a des blessures ou des départs pour les matchs internationaux, etc., on peut douter que l'Union ne va perdre aucun joueur au Coupe du Monde, qui ne sera pas vrai pour plusieurs autres équipes dans la MLS, comme Free Orlando, qui va perdre Yoshimar Yotun à Pérou. On verra, c'est ouvert. Et personnellement, j'aime ça beaucoup. J'aime la parité de la MLS. C'est quelque chose que j'aime. Ça donne les partisans partout l'habilité de croire qu'ils peuvent, que leur équipe peut réussir. Quand on commence la saison en France, qui va gagner la Ligue? Paris Saint-Germain. Et aucun autre club? Non. Non. Bordeaux? Non. Lyon? Non. Moi, je préfère pas toutes les choses que la MLS fait pour créer la parité. Il y a trop de règles, sans doute. Il y a trop de... C'est toutes petites choses qui limitent les finances. Mais surtout, l'idée une balance compétitive, c'est une bonne idée. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'Europe, comme vous, qui suivent la MLS, qui croient la même chose. Parfait. Donc, pour finir, c'est où qu'on peut te suivre? Sur Twitter, je tweete trop, sans doute. Je suis chez The Goalkeeper. C'est mon handle. Et mes rédactions sont à philly.com/soccer. Vous pouvez le trouver aussi si vous me cherchez sur Twitter, vous trouverez le lien à mes rédactions. Parfait. Donc, merci beaucoup et bonne saison du côté de Philadelphie. Merci. C'est mon plaisir. Et on finit cette série des franchises de l'Est avec le Chicago Fire, un club qui a vraiment ressuscité l'année dernière après plusieurs saisons de complète errance. Pour parler du Fire, on est avec l'autre animateur de Culture Soccer, Anthony Devarenne, qui va nous répondre à toutes nos questions sur le club. Salut Anthony. Salut Antoine, ça va bien? Ça va et toi? Ça va être bizarre pour toi de parler du Chicago, vu que c'est pas forcément ton club de cœur, mais on espère que tu seras impartial. Oh oui, je vais être objectif. On l'espère vraiment. Donc, le Chicago, comme je le disais en introduction, a eu une saison dernière qui était excellente. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben en fait, après une saison 2016 vraiment désastreuse, là, Chicago a racheté de l'effectif de très bonne qualité pour la saison 2017 et se sont pointés à une 3e place. Malgré des séries désastreuses avec une défaite de 4-0 face aux New York Red Bulls, le Fire là, a fait une excellente saison. J'ai jamais entendu dire quelqu'un que la saison de Chicago avait été décevante. Mais on peut dire que ouais, l'élimination série était vraiment une grosse surprise. Oui, c'est ça. Personne ne s'attendait à un 4-0. Même, je crois que la majorité des analystes là, croyaient que Chicago allait pouvoir s'en tirer. C'est peut-être un manque d'expérience en série des éléments de Chicago. Je le sais. Je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Ouais.
Mais c'est aussi une équipe qui n'a pas vraiment changé son effectif, donc ils ont l'air de croire en leur chance de réussite même avec l'effectif de l'année dernière. Est-ce que tu peux un peu nous décrire le mercato qu'a connu le Fire? Ouais, en fait, la majorité des mouvements se sont faits du côté des départs. Il y a beaucoup de profondeur d'effectifs qui sont partis. Par exemple, Michael Harrington qui est parti en USL, Patrick Doody même, Juninho que son prêt a été expiré, Joao Mera qui a fini son contrat, Arturo Alvarez qui a été échangé du côté de Houston, même les deux gardiens, là, Jorge Bava qui est parti, et aussi Matt Lamson qui a été échangé à Minnesota. Mais le plus gros mouvement, c'est David Beckham qui est parti du côté de Philadelphie. Je sais pas à quoi Chicago a pensé. Peut-être qu'il a voulu se rajouter un challenge pour la prochaine saison, faire un mouvement d'effectif. Pour remplacer David Beckham, ils sont allés chercher Alexander Keita, milieu offensif serbe qui jouait précédemment au Deportivo Alavés en Liga BBVA en Espagne. Depuis 2016, là, c'était plus un joueur de rotation d'effectifs avec une trentaine de rencontres jouées. Et auparavant, il jouait pour l'Étoile Rouge. Ouais, de Sabine. Donc, ouais, Ouais. un Serbe qui a joué au pays. Est-ce que, à part Katai, tu penses que certains joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires à tous les matchs, comme je pense à Deliu par exemple, ont une chance d'intégrer l'effectif et le 11 titulaire? C'est sûr que même Mihailovic, un jeune de l'académie, il pourrait faire ses preuves en tant que titulaire, pardon. Et il y a aussi Ricardo Sanchez, le gardien du Fire, qui était, je crois, 3e l'an dernier. Ça va être le titulaire parce que j'ai regardé le match entre Nashville et Chicago. Et son suppléant, là, Stephen Cleveland, là, je me demande même si c'est niveau USL. Là. Donc, pour moi, Ricardo Sanchez sera titulaire par défaut, un petit peu. Par défaut, oui, effectivement. Mais c'est ça. Katay, je crois qu'il peut faire une réelle différence. Mais il y a également John Baquero qui a été choisi à la draft. Il est le fils de... Ça ne sera pas très long. Je trouve son nom. José Maria Baquero, l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a quand même fait environ 300 matchs avec l'FC Barcelone. Là, donc, c'est quand même une légende du Barça. Son fils, John Baquero, qui va jouer pour Chicago Fire, plutôt milieu offensif central. Chicago, durant la pré-saison, l'a fait jouer plus reculé, mais il pourrait faire de grands ravages du côté de Chicago. Sinon, en défense, il y a Grant Lillard, un homegrown player qui a signé, mais il y a également Rafael Ramos, défenseur latéral d'Orlando, qui s'est amené du côté de Chicago. C'est un joueur qu'on avait beaucoup vu du côté d'Orlando lors de sa première saison, avec environ 25 matchs joués. Mais lors de la dernière saison, il a très peu joué. Je crois environ 3 rencontres avec l'équipe 1 et environ 7 rencontres avec l'équipe B. Donc, il aura tout à prouver du côté de Chicago. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il commencera peut-être pas la saison comme titulaire. Est-ce que tu penses que globalement, pendant la période des transferts, ton équipe Chicago, s'est améliorée ou pas? Je crois que la perte de David Beckham va être vraiment dur à remplacer du côté de Chicago. J'ai pas trop compris les motivations de cet échange. C'est peut-être Hakem qui avait demandé un transfert. Mais je crois que tout va passer là, par Schweinsteiger s'il fait des belles passes en direction de Nikolic. Michael Delu, il va falloir qu'il élève son jeu et aussi que Alexander Keita n'aura pas vraiment de temps d'adaptation. Là. Il faudra qu'il soit performant dès les premiers matchs. Ouais, en fait, ce qu'on a l'impression, c'est un peu que Chicago a perdu du banc de touche. C'est-à-dire que bon, ils ont toujours leur star, leur Dax McCarthy, leur Schweinsteiger, Nikolic, Solignac, Delu aussi.
mais ils auront plus de mal à avoir de profondeur dans le banc si jamais tu as quelqu'un qui se blesse. Bon, tu parlais des 2 gardiens de but, par exemple, qui sont partis. On peut aussi penser à Juninho. C'est quand même des joueurs qui étaient titulaires, mais qui pouvaient aussi servir de rotation et qui seront plus là l'année prochaine. Donc ça risque d'être compliqué sur la longue durée. Ouais, et même si Chicago, on s'entendait que le poste de gardien de but n'était pas sa force, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont régressé, surtout en faisant confiance à leur 3e gardien de l'an dernier. Je sais pas si il y a une arrivée attendue à ce poste, mais pour l'ensemble de la saison, là, ça va être très, très, très juste. Et on va passer à la prochaine question. J'amène la danse. Pour l'année prochaine, là, je les vois plutôt régresser. La 3e place va être très, très dure à aller chercher, puisque un NYCFC devrait être en 3e place. Je vois aussi Atlanta être à la 2e place, donc ils vont chuter. Et même là, ils vont avoir la pression des équipes adverses. Là, donc, je crois que c'est encore assez solide pour les séries, mais peut-être plus 5 ou 6e position. Après, peut-être qu'ils vont faire quelques recrues en début de saison, voire pendant le mercato d'été. On sait que, bon, il y a eu des rumeurs, mais je crois que c'était plus du côté de New York, mais des rumeurs de Iker Casillas qui voulait venir en MLS. Peut-être qu'il atterrira à Chicago, je sais pas. Mais ça pourrait être, par exemple, une bonne idée de gardien. Quels sont, d'après toi aussi, les joueurs clés, les joueurs qui seront observés à la fin pendant la saison? Ben, ça va être les mêmes que l'an dernier. Dax McCarthy, Bastian Schweinsteiger, même Nemanja Nikolic. Je dis même surtout Nemanja Nikolic. Là, donc, c'est les joueurs à surveiller, ça va être les mêmes bases que l'an dernier. Là, et même Kate, comme j'ai dit, l'ailier gauche ou droit, là, lui, il va pas mal dire si ses performances vont se traduire avec le classement. Je crois que s'il produit bien, Chicago va être bien durant la saison, mais s'il produit très peu, Chicago va être en moins bonne position. Ouais, non, c'est vrai que ça va être assez compliqué pour eux de suivre. Bon, la saison dernière, ils avaient de bons joueurs, mais c'était quand même une grosse surprise, on va pas se mentir. Merci beaucoup d'être venu pour parler de Chicago. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être sur la franchise ou quelque chose d'autre que tu voudrais pointer? Ben, en fait, pour cette saison, là, pour tous ceux qui veulent suivre Chicago, ils ont désormais un compte francophone. C'est Feu Chicago. J'allais vous chercher le nom intégral. Mon Internet est très lent. Bon, c'est Chicago Feu, @Chicago Feu 97. Donc, c'est un nouveau compte francophone de Chicago. Allez le suivre, là, ils font du très bon boulot jusqu'à présent. Et sur ce, on va finir les équipes de l'Est. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez aller voir aussi le podcast sur les franchises de l'Ouest, qui est tout aussi intéressant. On vous remercie pour Culture Soccer. La saison 2 de nos podcasts commencera aussi juste après ces podcasts, quand la saison commencera. La saison de MLS commencera. Et on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à nous dire ce que vous pensez, à nous donner des conseils aussi. On est toujours là pour écouter les conseils. Et n'hésitez pas aussi à regarder le nouveau magazine de Lucas Posi, ainsi que tous les autres podcasts que diffuse le site internet. On vous remercie énormément. Ciao. Merci. À la prochaine.